Art Talk Rewind, une série de podcasts proposés par Luxembourg Art Week qui revisite les conférences qui ont lieu sur la foire. Les partenaires et invités de la foire explorent les grandes questions qui traversent la création contemporaine et le marché de l'art. Épisode 3. Préserver l'authenticité des œuvres d'art et lutter contre la contrefaçon, en collaboration avec Ekman Underwriting et M-Brokers. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, le mot « authentique » propose la définition suivante, en parlant des choses créées par l'homme. Véritable, qui ne peut être controversé, contesté. Et une précision est ajoutée, dont l'origine et la nature sont bien établies, qui est de façon certaine l'œuvre de telle personne, auteur ou artistes. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce talk que nous animons pour la deuxième année en compagnie de M-Brokers. Je me présente, je suis Eric Emners de Ekman Underwriting et j'aurai le plaisir tout à l'heure de vous présenter nos invités panélistes de la soirée. Nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui d'avoir rassemblé, je vous le dis tout de suite, de personnes de grande qualité et c'est pour nous un grand plaisir de les accueillir ce soir autour de ce panel sur l'authenticité et la contrefaçon. Et je vous avoue qu'on est particulièrement heureux aussi parce que ce thème, on a dû le choisir il y a 2-3 mois. Et on a été rattrapé par l'actualité. Si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé ces derniers temps, il y a eu un énorme réseau qui a été démantelé de contrefaçon, de faux en Italie, mais ce réseau servait et desservait l'ensemble de l'Europe, entre autres la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Angleterre, l'Italie, évidemment, et on parlait quand même de, si je ne me trompe pas, 2000 millions d'euros qui étaient en jeu avec des copies de Picasso, Banksy, Monet et d'autres. Je ne sais pas si nos panélistes pensent à d'autres artistes, mais enfin, c'était une belle actualité et on était très contents d'avoir choisi ce sujet. Et c'est vrai que quand on voit l'évolution du marché de l'art, et peut-être que vous avez déjà pu le constater dans la visite que vous avez faite ici, les valeurs d'œuvres d'art augmentent de façon astronomique. Et c'est vrai que la tentation, le risque aussi évidemment de contrefaçon s'intensifie. Il y a un autre aspect à cela, c'est évidemment l'augmentation et l'amélioration des technologies qui facilitent peut-être d'une certaine manière ce travail, et on en parlera tout à l'heure dans le panel que nous avons. Et c'est vrai que aussi au niveau des technologies, je ne sais pas, de nouveau l'actualité nous a rattrapés, c'est, je ne sais pas, ceux qui ont entendu parler de AIDA. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Ben voilà, merci madame. Donc AIDA, c'est le premier robot qui a peint une œuvre d'art et qui a été mise en vente, et je ne sais plus pour combien elle a été vendue, 7 millions. J'avais 6 millions en tête, ben voilà, 7 millions. Voilà, 6 millions d'euros, cette œuvre a été mise en vente, donc l'œuvre d'une machine en fait. Alors aujourd'hui, on va structurer notre panel en 3 temps, si vous voulez. Premièrement, quels sont les risques auxquels vous êtes exposés en termes de contrefaçon, et peut-être partager certaines expériences qu'ont nos panélistes. Le deuxième, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se protéger peut-être en se renseignant, peut-être aussi en faisant appel au service d'un avocat, peut-être aussi avec d'autres solutions qui pourraient être des solutions de certification. Et normalement, on essaiera en 1 heure d'avoir les réponses à toutes ces questions. Et dans la troisième partie, on essaiera de voir, et on l'a mis en dernier pour être sûr de ne pas déborder du temps, on va voir comment l'intelligence artificielle a influencé la contrefaçon ou peut influencer la contrefaçon. Mais j'ai assez parlé, je vais vous présenter mes invités de ce soir et je vais commencer par une dame, c'est toujours, ça reste poli malgré tout ce qui est genré, pas genré. Je vais commencer peut-être par Aude Lemoyne, si j'arrive à tourner mes papiers. Alors, Aude Lemoyne, vous avez créé Link Management en 2009 et vous accompagnez les collectionneurs privés dans les conseils artistiques et les choix de leur collection ou leur démarche. Vous êtes aussi membre du conseil consultatif de la Responsible Art Market Initiative, la RAM à Genève. Vous nous direz peut-être ce qu'elle fait, cette RAM.
Je lis ici qu'elle promeut les meilleures pratiques sur le marché de l'art, donc on sera curieux de vous entendre parler de ça. Et vous êtes vous-même collectionneuse depuis une quinzaine d'années, avec un petit dada, et c'est peut-être pour ça que j'ai commencé par vous, ce sont les femmes artistes. Vous en parlerez peut-être aussi tout à l'heure. Si je le fais dans l'ordre, je reste avec les dames. Kessie Joly, vous êtes avocate au bureau de Paris. Vous travaillez aussi bien sur Paris et le Luxembourg. Vous avez 30 ans d'expérience en matière de propriété intellectuelle et votre bureau Ipso travaille en France, mais aussi à l'international. La preuve, c'est que vous nous honorez de votre présence ce soir et vous sécurisez les actifs immatériels. Vous avez aussi travaillé à la création des solutions Legal High-Tech, alors là, Legal Tech, pardon, là vous nous en direz peut-être un peu plus ce soir, qui avance, présente tout ce qui traîne autour de tout ce qui tourne autour de la traçabilité. Et puis j'ai beaucoup aimé cette petite phrase dans votre présentation, alors qu'on parle d'intelligence artificielle, de numérique, de digitalisation, c'est que vos conseils, vous dites qu'ils sont de haut niveau, ça on n'en doutait pas, mais vous dites que l'humain reste au centre de ces conseils, et Dieu sait si c'est important dans le monde dans lequel on vit. Je vais parler aussi de mon éminente collègue Martine Schreiner, qui dirige le bureau M-Brokers. Martine a plus de 25 expériences dans le courtage et accompagne les collectionneurs dans la gestion des risques que peuvent présenter la constitution d'une collection et la gestion d'une collection. Merci Martine d'être présente ce soir. François Toussaint. François Toussaint, c'est bien parce que vous avez les images, donc vous avez un petit jeu à faire pour ceux qui ne suivent pas tout à fait. Vous recollez les images avec les bons noms. On les a pris suffisamment différents pour que vous n'ayez pas de confusion normalement et que tout le monde puisse gagner à la fin de ce jeu. François Toussaint est cofondateur de la société Arts, je l'appelle ARTTS, qui est une start-up belge qui s'est spécialisée dans la certification numérique des œuvres d'art. Et vous verrez la manière, je dirais, fort intelligente dont François et son associé ont construit une triangulation, une solution en triangulation entre l'État, le public, le collectionneur privé, le galeriste et la technologie actuelle du blockchain. Et enfin, last but not least, Michel Draguet. Michel Draguet, vous êtes historien de l'art, vous avez dirigé les musées royaux de Belgique pendant plus de 18 ans. Sous votre houlette, on a créé au moins 2 musées, de ce que je me rappelle, le musée Magritte et le musée Fin de siècle. Vous êtes aussi académicien et je dirais, pour vous connaître relativement bien, vous êtes un passionné de l'art dans toutes ses directions, dans toutes ses dimensions, et c'est un plaisir de vous avoir ici ce soir. Merci à tous les 5, en tous les cas, d'avoir été présents. Voilà, une longue introduction, et on va tout de suite commencer par la question, et je vous disais, le premier temps, c'est peut-être de voir quels sont les risques et quelles sont les expériences que nos interlocuteurs ont eues en matière de contrefaçon, voire de problèmes d'authentification. Je vais commencer par une question à vous, Aude. Quel type de contrefaçon rencontrez-vous le plus souvent, si vous en avez rencontré, dans le cadre de vos activités avec les collectionneurs? Et je vais peut-être vous aider parce que je vois que la question vous fait déjà soupirer. Je dirais, est-ce qu'il y a, à votre avis, des formes d'art qui se prêtent plus à la contrefaçon que d'autres? La contrefaçon se retrouve dans toutes les formes d'art, en fait. Et je dois dire que sur les 15 ans de notre activité, on a vu beaucoup de contrefaçons. Ça peut être autant dans la sculpture, mais alors ça sera pas vraiment de contrefaçon. C'est par exemple, si on regarde Rodin, il faut voir les bronzes. Est-ce qu'ils ont été moulés avant la mort de l'artiste, après la mort, comment, par quel fondeur? Donc, il y a énormément de recherches à faire pour comprendre en fait l'origine et la provenance d'un bronze. On ne dira pas que c'est un faux, mais on va dire que ce n'est pas la même chose d'avoir un bronze qui a été moulu 20-30 ans après la mort de l'artiste que lors de sa vie, ou avec en fait les originaux. Et sur la peinture, naturellement, on voit énormément de contrefaçons. On a vu pendant une période tout un réseau de faux Basquiat qui venaient de Monaco. Et on nous les a présentés et ça ressemblait à du Basquiat, mais il y avait quelque chose qui nous dérangeait. Et en fait, c'était des petites tailles, des petits formats que Basquiat n'a jamais fait. Et en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait un réseau de faussaires à Monaco qui proposait ces pièces. Et le grand problème, c'est qu'il n'y a pas un organe auquel on peut en fait reporter les faux, ou à quel on peut dire tenez, on a un doute, voici une œuvre qu'on estime fausse. Et donc
ces œuvres continuent à circuler jusqu'à ce qu'ils trouvent une personne qui est prête à l'acheter. Et je vais quand même encore vous sortir une petite histoire qui nous est arrivée, qui était assez marrante, mais pas sur le moment. On a eu un collectionneur américain qui nous a dit « Je voudrais un Andy Warhol, un shadow painting ». C'est des œuvres très particulières. Et on lui a trouvé un shadow painting, qu'on lui a envoyé la photo, et il nous dit « J'adore, mais il y a un petit problème. C'est mon œuvre et elle n'est pas en vente ». Et donc, il est allé vite voir à New York parce qu'il n'était pas à New York. Il a demandé à sa femme ménage d'aller voir dans son appartement si l'œuvre était toujours là. Elle était là. Et il nous a dit, mais comment vous pouvez me présenter cette œuvre? Et on lui a dit, ben, elle est à Paris. C'est la même œuvre. C'est exactement la même œuvre. Et par hasard, cette œuvre-là était un faux qui avait été contrefait lors d'une exposition à laquelle il avait prêté son œuvre. Et ils avaient même copié les tampons de la fondation Warhol. Et donc, on est tombé sur ce faux. Alors, les chances, parce qu'il y en a énormément des shadow paintings, et on lui a dû lui dire, ben, écoutez, quelqu'un a faussé votre œuvre, mais malheureusement, on ne peut pas vous aider à ce stade. Merci beaucoup, Aude. On apprend de Aude au moins 3 choses. C'est que, le Rocher reste un endroit qui on pensait sécurisé, mais même à Monaco, il peut y avoir certaines difficultés. 2, je pense qu'il y a un clair appel du pied aux autorités, quelles qu'elles soient, nationales ou internationales, pour essayer au moins d'offrir une porte ouverte pour pouvoir garder trace de ces faux. Et 3, et je vous remercie, Aude, vous avez donné l'exemple dans l'utilisation du micro, parce qu'on est désolé, il y a beaucoup de bruit alentour, et vous avez été exemplaire dans la manière d'utiliser ce micro. Je crois que vous entendez tous ce qui se dit, donc c'est parfait. Chacun des interlocuteurs prendra exemple sur madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Michel Draguet, vous avez travaillé dans les institutions publiques. De votre côté, confronté en tant que, je dirais, quand même directeur général d'une des plus grandes institutions d'un pays limitrophe, est-ce que vous avez été confronté aussi à cette contrefaçon? Est-ce que c'est quelque chose, dans 18 ans d'expérience, qui a été votre quotidien, votre hebdomadaire, votre extraordinaire? C'est relativement extraordinaire. Mais il faut voir de quoi on parle. Quand je dis que c'est relativement extraordinaire, c'est des contrefaçons de l'exemple du Warhol. Non, en général, quand on veut vendre ce type de faux, on va pas dans un musée. C'est très risqué pour le vendeur. Par contre, c'est quoi la conception d'une copie de Michel-Ange datant du XVIe siècle? On n'est pas devant quelque chose qui a pu être un faux à un moment donné, avec une volonté d'escroquer. Mais on se retrouve 5 siècles plus tard avec un tableau qui circule, qui date du XVIe siècle, qui a une valeur historique. Et c'est vrai que ce genre de tableau, on est confronté à ce genre de réalité. Merci Michel. J'avais une 4e question, mais oh oui, peut-être, oui. Allez. Aude, alors, je vais vous poser cette question-là, pardon. Vous déjà, et c'est peut-être un peu tôt dans la conversation, mais de votre expérience, qu'est-ce que vous conseilleriez à un collectionneur pour se prémunir de la contrefaçon dans l'achat d'œuvres d'art? Passer par une galerie sérieuse, par une maison de vente où vous avez 5 ans de garantie et d'authenticité, faire un travail sur la provenance. Si on ne comprend pas vraiment la provenance, il y a un problème, souvent. Et surtout, si quelqu'un vous dit « il faut se décider très vite, il faut acheter maintenant, c'est le moment » et que c'est un prix bien inférieur au prix normal, c'est que quelque chose n'est pas normal. Merci. Est-ce que vous estimez qu'il y a beaucoup de galeries sérieuses ici ce soir? Oui, je pense que normalement, dans une foire, il y a toujours un comité qui va valider les galeries. Donc, je pense que vous devriez être rassuré. Vous devrez être rassuré, oui, tout à fait. Parfait, ça nous convient très bien d'être rassuré. Et ça me permet de l'enchaînement vis-à-vis de Martin Schreiner, qui est la personne qui a eu le courage d'assumer le rôle que personne ne veut jamais assumer dans une présentation. C'est le rôle de l'assureur, puisque c'est tout de suite moins drôle. Il y a peut-être moins d'histoire, c'est peut-être plus vite technique, mais je vous fais confiance, Martine. Pour vous, par rapport à un contrat d'assurance, quels sont les risques spécifiques liés à la contrefaçon et comment est-ce que vous allez les gérer? Est-ce qu'il y a des techniques, des protections à prendre au sein d'un contrat? Alors déjà, quand le collectionneur demande son assurance, il a intérêt à demander un contrat en valeur agréée. Donc, assurer ses œuvres en valeur agréée, ça lui donne une certaine protection. C'est quoi la valeur agréée? La valeur agréée, c'est la valeur qui est inscrite sur son certificat, sa facture, qui est marquée dans son contrat et qui qui oblige l'assureur après à l'indemniser
sur cette valeur-là et il n'a plus après de donner de preuves que l'œuvre avait effectivement cette valeur au moment d'un sinistre. Donc l'assureur ne peut plus discuter la valeur. OK. Voilà. Parfait. Ça, c'est votre conseil alors déjà de travailler en valeur agréée. Oui. Et dans le cadre d'un sinistre, voilà, l'œuvre a été endommagée. Oui. Qu'est-ce qui peut se passer si au moment où on va régler le dommage partiel, parce qu'on ne va pas parler de vol et on ne va pas parler de disparition totale dans un incendie, ça n'aurait plus de sens, et nos interlocuteurs vont vite comprendre pourquoi. Dans un dommage partiel, qu'est-ce qui se passe si on constate lors de la restauration que l'œuvre est une œuvre contrefaite? À ce moment-là, si le collectionneur est assuré en valeur agréée, il bénéficie de cette protection s'il est de bonne foi. Donc, s'il peut prouver qu'il n'était pas au courant, qu'il s'agit d'un faux, qu'il a fait ses recherches, le mode d'acquisition n'était pas douteux. À ce moment-là, son assureur le suit, paye les frais de restauration, même s'ils sont supérieurs finalement à la valeur réelle de l'œuvre qui n'est pas une œuvre authentique, mais son assureur en fait l'indemnise pour ce dommage-là. Mais après, vu qu'il s'agit d'une œuvre contrefaite, elle est retirée du contrat d'assurance et parce qu'elle n'a plus cette valeur qu'elle devait avoir, la valeur qu'on a assurée. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé de cas maintenant, des exemples qu'on a rencontrés. Peut-être le temps de passer la parole à la juriste de service, si je peux me permettre. Ici, quelles sont les protections juridiques ou l'arsenal juridique qui existe pour contrer la contrefaçon? Alors, quand on parle de protection juridique, on parle de protection du droit d'auteur, essentiellement. Et donc là, on parle de la protection de la valeur, on dit intellectuelle, mais en fait, c'est la valeur immatérielle. C'est ce que la personne a créé, à ne pas confondre avec l'objet, le support, le tableau, par exemple. Il peut y avoir des éléments de vol, mais là, on ne va pas parler de ces questions de vol et escroquerie. On parle vraiment de protection de ce que l'artiste a créé, c'est-à-dire l'empreinte de sa personnalité. Lorsque vous allez reproduire, imiter cette empreinte de la personnalité, là, vous tombez dans ce qu'on appelle la contrefaçon. La contrefaçon va permettre plusieurs choses: mesures conservatoires, expertise, saisie contrefaçon, puis ensuite jusqu'à les poursuites et le choix que vous avez d'agir au civil, peut-être pour obtenir l'annulation de votre vente, pour obtenir des dommages-intérêts, au pénal, si vous avez besoin d'avoir éventuellement des commissions rérogatoires parce que c'est un réseau que vous allez démanteler. Enfin voilà, vous avez des choix entre une action pénale et une action civile, grosso modo. Et je voulais juste dire, dans protection juridique, on peut se poser la question si ce n'est pas aussi des protections technologiques. Vous savez que les protections technologiques font partie intégrante de la protection des œuvres de manière générale. On pense au watermark, mais d'autres choses. Aujourd'hui, nous avons des protections plus sophistiquées, la cryptographie, des QR codes, la blockchain. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'œuvre, pour qu'elle garde sa valeur, elle doit toujours pouvoir être rattachée de manière indélébile et incontestable à son auteur. Donc, d'où les problèmes de provenance qui a été évoqué ici. Et donc ça, c'est une première question qui se pose, les questions de l'identité, du KYC. Comment est-ce qu'on contrôle que c'est KYC, c'est Know Your Customer, ça veut dire comment on contrôle l'identité de l'auteur. Je discutais tout à l'heure, on me disait oui, il y a un certificat d'authenticité qui est donné. J'ai dit mais est-ce que vous avez contrôlé qui? Est-ce que vous avez contrôlé l'identité de la personne qui émet le certificat d'identité? Vous savez que c'est l'auteur, mais avez-vous contrôlé? Donc la première chose, c'est le contrôle du lien entre l'œuvre et l'auteur. Et la deuxième chose, c'est le contrôle, ce qu'on appelle de provenance, tout ce qui touche à la caractérisation de cette empreinte de la personnalité, ce qu'on appelle l'originalité en matière d'œuvre. Est-ce que l'appareil juridique offre un cadre à la contrefaçon ou est-ce qu'il le traite au cas par cas? Alors, il le traite toujours au cas par cas. Je pense que l'arsenal est plutôt un bon arsenal. Je pense que parfois, ils ne sont pas toujours
suffisamment prémunis dans certains contextes, et je pense surtout à un tribunal correctionnel pour des questions d'expertise et d'œuvres d'art. Il faut quand même avoir une certaine formation. Ce n'est pas une sensibilité, c'est pas quelque chose. On dirait que le juge civil sur certaines questions est peut-être un peu mieux préparé sur ces questions et les nuances. Voilà. Merci. Alors, vous m'avez offert un enchaînement fantastique pour notre autre invité ce soir, François Toussaint. C'est le moment, mesdames, messieurs, où il vous faut 5 minutes de concentration parce que François va un peu nous parler de technique et de la manière technique dont il a mis une solution en place. Accrochez-vous, François. D'un point de vue strictement technique, qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de Arts pour contrer les contrefaçons et garantir l'authenticité? Ne fais pas fuir les gens, on n'est déjà pas très nombreux. Donc, non, restez, ça va être très intéressant. Mais en gros, donc, nous, ce que nous avons créé, c'est une chaîne de responsabilité légale. On va le dire simplement. Comme l'a dit Casey, l'important, c'est d'identifier qui sont les parties prenantes dans un processus de certification. Donc, c'est-à-dire un artiste, ça peut être un galeriste, ça peut être un expert si on certifie ou on recertifie une œuvre lorsqu'un artiste n'est plus vivant. Et ensuite, que fait-on avec cette information? Donc, on collecte de l'info sur l'identité des parties prenantes, artistes, etc. Ensuite, on collecte de l'information sur l'œuvre. L'authenticité de l'œuvre, c'est sa taille, son dimension, est-ce que c'est une série unique, etc. Et après, avec cette information, que fait-on? En fait, on la protège. Donc, on la met dans une blockchain, qui est en fait une technologie qui permet de la protéger dans le temps, c'est-à-dire qu'elle sera immutable dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et on ne pourra pas la falsifier. Retenez ça. C'est ça l'important. C'est que la technologie permet de mettre des informations dont on pourra dire à telle date, telle personne a rentré telles informations. D'accord? Ça, c'est le plus important. Et tout cela sous le contrôle d'un tiers de confiance, parce que comme le disait Casey, la technologie en soi, c'est bien, mais il faut un humain derrière. Il faut un humain qui a une déontologie, qui a une éthique professionnelle. Et en France, en Belgique, au Luxembourg, c'est la personne du huissier de justice. Donc, c'est-à-dire que vous aurez toujours la possibilité d'aller retrouver ces informations qui sont gardées comme dans un petit coffre-fort. D'accord? Retenez ça. Et dans 5 ans, dans 10 ans, en cas de revente donc de l'œuvre d'art, par exemple, ou d'une transmission successorale, voire d'un litige assurance, vous avez toujours la possibilité d'aller dire, voilà, je suis telle personne, voici mes documents d'identité, et on peut aller voir si tout ça se trouve effectivement dans ce coffre-fort. Et donc, ça crée évidemment de la sécurité juridique et ça protège la valeur de l'œuvre d'art, pour être simple. C'était extrêmement simple et extrêmement clair. Merci beaucoup. Si vous vous projetez dans 10 ans, Arts démarre, on l'a dit, c'est une start-up. Qu'est-ce que vous pensez que la certification numérique va jouer comme rôle contre la contrefaçon? Alors, moi je pense que ça va se rapprocher très fort de l'assurance, c'est-à-dire que les collectionneurs qui aujourd'hui achètent une œuvre, le conseil, c'est comme tout achat, que ce soit dans l'immobilier et dans la finance, par exemple, il y a une tonne de documentation et de contrôle. Pourquoi est-ce que dans l'art, il n'y a pas ça? Parce qu'il y a cette pulsion de l'achat. 40% des acheteurs d'œuvres d'art, c'est un coup de cœur. Il n'y a que 25% des gens qui achètent pour des raisons d'investissement financière. Mais moi, mon conseil, c'est de dire, c'est du bon sens. Comme dans tout achat, renseignez-vous, posez les bonnes questions, vérifiez les identités et demandez de la documentation. Parce que dans 15, dans 20 ans, cette galerie ne sera peut-être plus là, cet artiste sera peut-être aussi décédé, etc. Et donc, il faut avoir une bonne documentation, parce que si demain vous êtes confronté à un faux, comme toutes les histoires qu'on a entendues, vous pourrez dire, regardez, moi j'ai ce document que j'ai depuis 2022, 2023, et donc votre œuvre sera authentifiée comme la bonne. Et ceux qui passent par nous, évidemment, ils ont une présomption d'achat de bonne foi, parce que si on passe par tout ça, vous imaginez bien que c'est parce qu'on ne veut pas frauder. Les fraudeurs viendront pas chez nous, et c'est un peu l'objectif. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. On avance bien, on avance vite. On a un temps relativement limité. On va peut-être aborder le troisième volet de cette présentation qui était l'intelligence artificielle et ce qu'elle peut avoir comme utilité, voire représenter comme danger dans le cadre de contrefaçon et d'authenticité. Et j'ai le plaisir de vous présenter un cas que je trouve très particulier. Pendant des années, Michel Draguet a dirigé une institution publique et aujourd'hui développe par rapport à Magritte un potentiel service autour d'œuvres d'art qui ont été créées par l'intelligence artificielle d'œuvres d'art de Magritte.
Est-ce que, Michel, vous n'avez pas l'impression d'être un peu un fraudeur, là? Si, mais pour que ça marche, faut pas le dire, hein. Merde. Mais c'est pas tout à fait ça. En fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui est quand même d'abord et avant tout un objet de recherche scientifique. C'est mené par des équipes de recherche. Et déjà la notion d'intelligence artificielle, que veut dire intelligence, mais pas pour l'artificiel. Si on considère que c'est de l'intelligence, c'est quoi la création? Il y a des tas de définitions de la création. Donc aujourd'hui, au-delà du rêve prométhéen de l'intelligence artificielle tel que le rêvait Turing en 50, qui était de doter l'humanité de machines qui pensent à l'instar de l'homme, aujourd'hui ça a disparu. Le deep learning est davantage des tâches fonctionnelles précises qu'on assigne à une machine qui devient un auxiliaire humain et qui a la capacité d'emmagasiner un nombre d'informations que nous ne sommes pas capables d'emmagasiner. En sciences humaines, c'est assez intéressant parce que pour monter le projet de Magritte AI, et on reviendra sur la distinction qu'il y a entre les deux, on a dû paramétrer beaucoup de choses qu'on ne s'était jamais interrogé par rapport à Magritte. Vous pouvez donner un exemple? Eh bien, on est tous les mêmes, hein. Magritte a une vie, il y a des objets qu'il aime. Par exemple, il adore la salade liégeoise. Eh bien, ça, c'est un détail totalement inutile à connaître. La machine va quand même l'apprendre. Et si on demande à la machine de représenter une salade, il y a de fortes chances qu'elle sorte une salade liégeoise parce que quelque part, on lui a dit que Magritte aimait la salade liégeoise. Tout le monde n'y pensera pas. Alors évidemment, cette machine, elle conduit à paramétrer et à regarder autrement. Et notamment, le fait que Magritte fonctionnait comme l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il emmagasinait, comme vous, comme moi, des tas de choses de la vie quotidienne. Et quand il peignait, il posait une question. L'intelligence artificielle répond toujours à des questions. Et ce qu'on traduit en prompt, c'est-à-dire en langage verbal, ce que faisait Magritte. Et la machine noire, notre cerveau, dont on ne sait toujours pas comment il fonctionne, se met à produire des images que Magritte regarde en étant le premier spectateur. Et à un moment donné, il s'arrête sur des images qui lui parlent. Bien, la machine fait la même chose, à part que là où le pauvre René peinait à sortir 10 dessins, la machine, en moins de 3 minutes, vous en fait 500. Et puis après, il faut les trier. Il y a toujours un rapport à l'humain. Alors, ce n'est pas notre sujet, parce que tu vas me demander si je suis un faussaire. Mais non, ramenons les choses à leur juste place. D'abord, ce n'est pas Magritte, c'est Magritte AI. Et si on doit ramener ça à une sorte de fantasme, c'est finalement vaincre la mort et de continuer à faire fonctionner une créativité à partir de machines qui sont évolutives et génératives. Ça s'est fait, en fait, je vais dire quelque chose et je vais le contredire ensuite. Il n'y a pas de problème de droit d'auteur dans le sens où c'est fait avec l'ayant droit de Magritte. Et l'ayant droit de Magritte est partie prenante à cet élément. Alors je vais contredire ce que j'ai dit, c'est que le problème, c'est que toute l'intelligence artificielle, depuis qu'elle existe, a besoin d'être entraînée. Et pour être entraînée, elle mange des images qui viennent tous azimuts. Mais il y a un débat à avoir sur le sujet, parce qu'à un moment donné, on pourrait aussi dire, mais tout ce qui est produit comme image dans le monde doit-il être protégé sous la forme du droit d'auteur? C'est un débat. Mais là, on fait tourner la machine. À aucun moment, la machine ne sort un truc dont vous pouvez dire qu'il y a un 3 milliardième de tel artiste, un demi 3 milliardième de tel autre. C'est toute la production imagée de l'humanité qui tourne pour faire fonctionner et faire travailler la machine. C'est le seul endroit où aujourd'hui il y a un véritable débat par rapport à l'appropriation par l'intelligence artificielle d'un travail qui a été un travail humain. Mais dans le rapport à Magritte, c'est fait avec l'ayant droit. Et donc, il y a un respect du droit d'auteur, alors qui est très intéressant pour les ayants droit, parce que comme la machine ne mourra jamais, la règle de 70 ans après la mort n'existera jamais non plus pour la machine, mais elle pose quand même un problème, c'est de savoir finalement, ces œuvres, quel en est le créateur. Alors le créateur, c'est évidemment le mental de Magritte que l'on a disséqué, décomposé à travers ces images, c'est le concepteur du logiciel, c'est le réalisateur du dataset sur lequel la machine a travaillé, c'est l'informaticien qui traduit des phrases alambiquées en prompt qui fonctionnent pour la machine, et puis c'est moi, Dieu le Père, qui à la sortie dit oui, non, oui, et qui me prend pour René Magritte, et je me suis mis à la salade liégeoise. Donc. Merci Michel. On a vu tous Kessie Joly dodeliner de la tête, rebondir sur son siège. Kessie, comment le droit de propriété intellectuelle s'adapte-t-il justement à l'évolution des technologies comme l'intelligence artificielle dans la création d'œuvres d'art? Alors, je réponds bien de la part... Merci. Attendez, Kessie. bien de la part du juriste optimiste.
ce qu'on dit à droit constant, le droit aujourd'hui, et je réponds mal de la part du juriste pessimiste, toujours à droit constant. Je m'explique. Bien. Bien parce que, je vous ai dit, le droit d'auteur protège l'empreinte de la personnalité. Donc ça veut dire qu'il est rattaché à l'humain. Là où il y a point d'humain, et là je vise une œuvre exclusivement générée par l'IA, il n'y a rien à protéger. C'est clair, il n'y a pas de droit d'auteur, c'est du domaine public. Ça, c'est clair. Monsieur Draguet n'a pas l'air d'accord, hein, mais bon, il a eu le micro assez de temps, donc terminé. Non, parce que même si on revient sur ce que Michel disait, il faudrait éventuellement avoir recours à la notion d'œuvre collective et il faudrait que cette direction, elle soit gérée et que ça rentre dans la qualification de l'œuvre collective. Ça, c'est un autre débat. Mais je reviens. Donc, pas de humain, pas de protection, pas de bras, pas de chocolat, ça c'est facile à retenir. Ensuite, le deuxième, et ça c'est là où il y a tout le débat, ce sont les œuvres qui sont assistées, dont la création est assistée par la machine. Alors ça, de tout temps, on l'a eu ça avec la photographie, etc. Alors, pourquoi est-ce que c'est différent aujourd'hui ? C'est différent aujourd'hui parce que ce n'est pas aisé de déterminer quelle est la part exacte qui est générée par la machine et quelle est la part exacte générée par l'humain. Ensuite, il y a un vrai débat parce que, je donne deux exemples si vous me laissez. On a eu la belle jurisprudence qui est sortie et c'est venu des États-Unis simplement parce que là-bas, eux, ils déposent leurs œuvres. Vous savez que le droit d'auteur naît de l'œuvre en Europe, donc on ne dépose pas nécessairement. Mais François est là pour rectifier la chose. Déposer au sens comme on dépose un brevet. Déposer un brevet à une marque. Et donc, eux, ils ont beaucoup de cas qui arrivent. Premier cas, voici un artiste qui fait à peu près 600 prompts. Vous savez ce que c'est les prompts? Des prompts, c'est ce que lorsqu'on pose une question à la machine. Et là, il utilisait du Midjourney. Donc, il fait à peu près 600 prompts, il fait des sélections et il a une œuvre. Sous cette œuvre, il travaille le fond essentiellement, il retravaille le focus, il retravaille l'ambiance. Mais il ne dit pas quelle est sa part. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le US Copyright Office dit pas éligible à la protection. Et il ne voulait pas le dire, je le comprends, parce que ce qu'il avait concrètement, c'est-à-dire là où il avait photoshopé, là où il avait travaillé, ça ne lui permettait pas de protéger son œuvre. Donc c'est là la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que si vous allez utiliser une machine pour vous assister, il va falloir clairement documenter cela. Donc ça, c'est le deuxième exemple que je vais le donner, après j'arrête. C'est l'affaire Rose Enigma. C'était quelque chose qui était fait artificiellement. Hein. C'était pour prouver qu'on pourrait quand même avoir une protection. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'artiste a commencé par dessiner de sa main. Ensuite, elle a fait un certain nombre de prompts, une vingtaine, pour essayer de contraindre la machine à aller dans un certain sens. Je veux telle couleur, je veux telle chose. Et là, elle a revendiqué ce qu'elle a fait, elle a documenté son processus de création. Et là, l'US Copyright Office a dit, parfait. Donc, vous voyez bien, dans les deux exemples, ça dépend de comment on utilise la machine, encore une fois, et l'humain doit toujours démontrer qu'il est en contrôle sur le processus de création. Merci Kessie, génial comme intervention, parce que Aude veut absolument dire quelque chose. Je pense que ça va être très difficile de créer une jurisprudence sur ce genre de questions parce qu'encore une fois, il faudra regarder au cas par cas exactement comme vous le dites. Et ce n'est pas une question nouvelle. Quand on regarde dans l'histoire de l'art, dans les années 70, on a vu l'appropriation. Donc des artistes qui ont pris une œuvre d'art de quelqu'un et ont refait exactement la même œuvre en disant maintenant c'est mon œuvre, je l'approprie. Mais il fallait référencer son appropriation par rapport à l'artiste original. Même Andy Warhol, les flowers d'Andy Warhol, vous avez sûrement vu ces petites fleurs, c'est pas Andy Warhol qui a créé ça. Il a pris une photographie de Patricia Caulfield et il en a fait son œuvre sans le dire. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'effectivement, il a été condamné à payer des royalties à cette dame. Et donc, encore une fois, c'est une question éternelle dans l'art, c'est à partir de quel moment je suis capable de m'approprier une œuvre
en ayant pris un input externe à ma propre créativité. Et donc, on ne peut pas créer une jurisprudence, je pense. Ce sera toujours au cas par cas. Et c'est ce qui rend aussi l'art excitant, c'est qu'on doit se poser des questions. Merci beaucoup. Et c'est ce qui vous fait du boulot, hein, ici à la fin de la journée. François, vous vouliez intervenir? Oui, tout à fait. Pour revenir, sortir peut-être un peu de l'IA et revenir à nos bons vieux objets qui sont présents ici parmi nous, et dire que finalement, le processus de documentation dont on parlait, en fait, c'est ça la clé. Qu'on soit dans le contemporain ou que vous soyez dans la gestion de collections anciennes, modernes, peu importe. En fait, on n'y pense pas souvent, mais il suffit parfois simplement de prendre des photos, de prendre des petites vidéos. Hein, on est toujours avec nos téléphones en train d'envoyer parfois des messages, même vocaux, et parfois on n'y pense pas, mais on pourrait simplement se prendre en photo. On a des artistes qui ne se prennent pas en photo avec leur propre œuvre. Alors que ça, dans un dossier de provenance, c'est très intéressant, par exemple. Ou des œuvres qui sont dans une famille ou une collection privée, des photos qui attestent que ces œuvres ont traversé l'histoire de la famille, des témoignages, que ce soit par écrit. En fait, tout cela constitue des éléments qui sont extrêmement importants pour attester d'une provenance, d'un parcours, un passeport d'une œuvre, en fait. Et donc, il faut vraiment, moi, c'est le message que je ferai passer ici pour lutter aussi contre les contrefaçons. C'est quand on a des œuvres, il faut garder la documentation. Et si on n'en a pas, on peut faire des recherches, évidemment. Et donc, le digital, c'est encore quelque chose de différent, mais vraiment, déjà, rien que les œuvres physiques, que ce soit du contemporain ou autre, documenter tout cela et gardez-le. Et c'est un peu ce que nous faisons, nous, mais il y a d'autres solutions. Mais c'est un conseil de bon sens qui, dans l'art, malheureusement, n'est pas souvent appliqué. C'est très bien. François, vous avez déjà répondu à la dernière question que je voulais poser à l'ensemble du panel, mais donc on retient qu'au niveau temps, vous avez donné votre réponse. Ça, c'est parfait. Michel, et peut-être tous ceux qui sont passionnés d'œuvres d'art, il y en a beaucoup dans ce panel. Je dirais presque d'un point de vue philosophique, comment est-ce que vous considérez et on l'a déjà abordé, mais comment est-ce que vous considérez la création par l'intelligence artificielle? Où est la limite entre l'acte de création et l'intelligence artificielle pour un artiste vivant? Mais c'est une question fascinante parce que l'intérêt avec l'intelligence, parce que la question de l'intelligence artificielle pose la question de l'intelligence humaine. Il n'y a pas une définition univoque. Par exemple, on me lance une balle pour certains spécialistes des sciences cognitives, que d'un coup j'ai le réflexe avec ma main attrape la balle. C'est une forme d'intelligence. Ça renvoie aussi il y a une intelligence animale, il y a une intelligence émotionnelle. Il y a beaucoup de définitions. Donc, j'ai oublié en fait ce qu'était la question en disant ça. Philosophiquement, comment est-ce que vous considérez la création par... Là où je me distingue un petit peu de ma voisine, il n'y a pas de création d'intelligence artificielle automatique. La machine, quand vous travaillez pas avec elle, vous la mettez en off, elle n'est pas là. Elle va pas se mettre à travailler toute seule. Le robot, c'est de l'intelligence artificielle et de la robotique. Il faut le mettre sur on, il faut le téléguider, il faut le paramétrer. Il y a toujours de l'humain derrière. Donc, cette dimension à un moment donné, va poser la question qui est de dire, il est où le créateur dans la carte? Et ça peut être une invention collective, et ça renvoie à de la pratique collective qui existe dans le domaine de l'art aussi. Donc, d'un autre côté, aujourd'hui, bien souvent, l'intelligence artificielle produit de l'informatique. Ça rentre dans la numérosphère, mais ça ne produit pas un objet matériel en soi. Et les techniques pour revenir à l'objet matériel ne vont pas se prêter à faire des faux, sauf des faux que je qualifierais de grossiers on retourne l'objet. Théoriquement, on voit qu'on est sur un support qui n'a rien à voir avec un support utilisé par l'artiste ou autre. Maintenant, dans l'art digital, évidemment, ça, c'est une autre question parce que ça devient un support et ça devient un élément que l'avenir... Alors, l'essentiel de l'innovation vient des États-Unis, la production va venir de Chine et l'Europe va réguler. C'est nos spécialités réciproques. Donc, on peut s'attendre à ce que l'Europe veuille réguler, mais en même temps, cette régulation va probablement être toujours dépassée par l'innovation technologique, parce que c'est d'abord et avant tout un objet scientifique ouvert sur l'avenir. Merci beaucoup. Je dirais, et avant de passer la parole aux personnes qui souhaiteraient poser des questions à nos interlocuteurs, quels sont, d'après vous, les grands défis qui nous attendent dans le futur pour protéger, et d'abord les artistes, pensons à eux, quand on est dans une foire d'art contemporain, les collectionneurs, propriétaires, quels sont les très grands défis qui nous attendent au XXIe siècle, bien entamé, pour eux? C'était un peu une question à tous, hein. Les plus courageux peuvent y aller.
Allez, je me lance. Merci Aude. Déjà, les artistes eux-mêmes sont parfois un problème. Si on prend l'exemple de Liu Fan, Liu Fan est un artiste coréen très recherché. Qui est exposé ici. Et il est exposé ici. Et il y a quelques années, il y a eu des faux de Liu Fan sur le marché. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand vous avez des faux sur un marché, la cote de l'artiste baisse énormément. Parce que normalement, les collectionneurs se disent « Ah là là, il y a des faux, je préfère pas acheter ». Et qu'a fait Liu Fan? Il a dit « Ah ben non, c'est pas des faux, c'est moi qui les ai faits ». Alors qu'on savait que c'était pas vraiment lui qui les a faits. Donc en fait, c'est l'humain. Et l'humain, il y aura toujours des risques parce que si on voit l'art comme un produit financier purement où la valeur est déterminée essentiellement par quelque chose de financier, il y aura toujours des gens, qu'on ait de la blockchain, on peut faire ce qu'on veut, qui vont avoir l'appât du gain et qui vont essayer de trouver des failles dans le système. Et donc, c'est inhérent à la nature humaine et à l'appât au gain. Donc, voilà, ça fait partie de ce monde de l'art tel qu'il s'est développé. Et comment se protéger d'un tel type de risque? Encore une fois, moi, je suis d'accord sur la recherche. Donc, il faut vraiment faire de la recherche. Nous, par exemple, Kusama, c'est une artiste qui a eu en 2015 6 expositions en Chine. Aucune des expositions n'avait des œuvres de Kusama. Alors que c'était Kusama, c'était que des faux. Donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, on va écrire au studio Kusama quand il y a un certificat, en envoyant le certificat et en leur demandant c'est bien votre certificat, le numéro correspond bien à votre base de données. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est d'être extrêmement rigoureux et patient. Voilà. Merci. Alors, on a parlé de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de la contrefaçon, mais je vais peut-être me retourner de nouveau vers François. Est-ce que ces nouvelles technologies ne sont pas aussi là pour nous aider à identifier les faits de contrefaçon et les faits de malfaçon, enfin pas de malfaçon, de non-authenticité? Tout à fait, il y a cet élément de l'intention. Il y a toujours un humain, et c'est ce qui fait qu'on peut distinguer, on dit que c'est de l'art. Pourquoi c'est de l'art en IA? Parce qu'il y a une intention humaine derrière. Nous, on envisage par exemple dans le futur d'utiliser l'IA pour aider les collectionneurs à rédiger plus facilement leurs certificats. Parce qu'en fait, comment est-ce que l'IA va nous aider? Typiquement, un voice to text, donc c'est un logiciel. Donc madame par exemple qui veut créer des certificats avec nous, je le sais, ici. Elle parlerait dans son téléphone, elle dirait Ça voilà, arrive. je vois, non, mais elle fait semblant de rien, elle fait semblant de rien. Donc vous parlerez, par exemple, vous prendrez votre téléphone et vous disiez voilà, vous faites une description d'un tableau, n'importe lequel, voilà, femme, jeune couple, rouge et noir dans un fond blanc, etc. Et en fait, l'IA pourrait vous aider à amener ça en texte parce que les gens, en fait, ça leur fera gagner du temps. Et on sait que c'est un des gros obstacles à la création de documentation de qualité sur les œuvres d'art, c'est le fait de prendre du temps. Et donc l'IA pourrait aider les gens à compléter de l'information, voire améliorer. Vous soumettez un texte à l'IA et l'IA pourrait vous faire une recherche et dire l'améliorer. Donc il faut certainement intégrer cela et je crois que ce sera des manières aussi d'être plus efficace dans la documentation. Avec aujourd'hui un très très grand bémol, c'est que l'IA ne vérifie pas ses sources. Et ça, c'est très très dangereux. C'est peut-être un des plus gros dangers, c'est qu'elle est capable aujourd'hui. Ça dépend lesquels, hein. Ouais. Ouais, ok, juste. Ouais. Martine, je pense à une question. Est-ce qu'on vous a déjà demandé d'assurer un NFT, des œuvres digitalisées? Non, non, jamais. Ok, ça va. Bien. Est-ce que l'un de vous, Michel, vous voudriez encore prendre la parole? Oui, je peux vous conseiller, si vous en avez besoin, interrogez, si vous achetez quelque chose et que vous avez des examens de laboratoire et que vous n'y comprenez rien, interrogez ChatGPT, c'est assez bien, et il vous donne, et de manière très judicieuse, il va vous dire que tel examen ne peut pas être falsifié. Mais par contre, la personne qui réalise l'examen peut être corrompue, ou le système informatique peut être piraté. Donc l'intelligence artificielle peut aider à ce niveau-là à connaître déjà les démarches. Vous n'avez pas besoin d'être crédité. Et puis, il faut distinguer deux choses dans l'intelligence artificielle. Il y a ce qui tourne sur tout ce qui se trouve sur Internet et qui n'est pas référencé. Mais il y a de plus en plus maintenant de databases et de logiciels qui vont se développer dans des domaines particuliers. Le droit, c'est le cas. Et aujourd'hui, il y a plusieurs projets pour réaliser une IA qui contribue à l'authentification. Ne serait-ce que, je vous donne un exemple, il n'y a pas un catalogue raisonné des dessins de Michel-Ange. Tous les ans, il y a quelqu'un qui trouve quelque part un dessin de Michel-Ange. Eh bien, c'est déjà tout un boulot d'arriver à le comparer à ce qui existe. Là, l'IA, elle peut vous le faire en 15 secondes, même pas. Elle va vous sortir non seulement l'objet, mais elle va vous les superposer pour montrer les lignes qui pourraient être identiques. Et ça, c'est des outils où, effectivement, peut-être que l'intelligence artificielle va aider la contrefaçon, mais en même temps, elle aide à dénoncer la contrefaçon.
Donc, ça fait partie de l'intelligence humaine. Merci beaucoup. C'est toujours extrêmement désagréable quand on a un panel d'une telle qualité de devoir arriver à la conclusion. Le temps passe vite. Je vais peut-être vous demander, avant de passer la parole aux personnes qui sont dans la salle, de donner un conseil, et vous l'avez déjà évoqué, mais peut-être de le rappeler, comme ça tout le monde l'aura en tête, un conseil pour lutter, entre guillemets, ou pour vous prémunir de la contrefaçon. On va commencer par Aude. Un conseil, hein. Il y en a plein, mais un seul. Achetez quelque chose que vous aimez. Comme ça, si c'est faux, vous l'aimerez toujours encore. Merci, Aude. Ça ne m'arrange pas, c'est ce que je voulais dire. Enfin, effectivement, j'aurais dit de peut-être alors dans le sens inverse, ne pas aller, si vous ne le maîtrisez pas, vers des types de collections très compliqués à dénouer, comme de l'art ancien. C'est mieux d'aller dans le domaine du contemporain quand on peut rencontrer l'artiste, qu'on peut interroger le studio de l'artiste pour savoir si c'est vraiment ça ou pas, et de ne pas se lancer dans des collections où la complexité nécessite une véritable expertise pour déjà être collectionneur. Merci, Michel. Kessie? Alors, moi, je suis de l'avis qu'il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Donc, je dirais, documentez-vous évidemment, regardez vos données autour de l'œuvre, mais surtout, utilisez les technologies, y compris les technologies nouvelles, comme l'IA qu'on avait dit, et prenez conseil. Merci, Kessie. François, vous avez déjà répondu à la question, mais vous avez une deuxième chance. Travailler avec des professionnels, certainement, et les challenger pour demander de la documentation, parce que souvent, on fait confiance. Dans le contemporain, forcément, quand on a un contact avec l'artiste, on ne demande pas de documents. Mais 5 ans après, s'il n'est plus là, on a besoin de documents. Donc, n'hésitez jamais, même si vous avez beaucoup de respect pour lui ou pour elle, à demander des documents et à constituer une base de données pour avoir des traces de toutes vos acquisitions. Merci, François. Martine, le point de vue de l'assureur? Encore une fois, la même chose avec la valeur agréée. Et puis, si vous avez un doute sur la provenance, demandez d'abord conseil à un expert avant de contacter votre assureur, parce qu'après, c'est un peu difficile. Donc. Ça va, merci beaucoup. Bien, merci à tous de vous être prêtés au jeu. Est-ce que dans la salle, il y a des questions, des points que vous voudriez voir abordés? Alors, on va passer la première question, c'est toujours la plus difficile à aborder. Donc, une deuxième question? Si vous aviez la gentillesse de préciser peut-être à qui s'adresse la question, ça serait génial. Ah bah, ça va pas être facile, ça va être pour tout le monde. Merci à tous, déjà, c'est super intéressant. Si on revient à l'origine du problème, parce qu'on voit bien qu'en fait, vous avez tous beaucoup d'avenir dans vos domaines, puisqu'il y aura toujours des faussaires. Il y a des faux parce qu'il y a de l'argent en jeu. Est-ce que la meilleure manière de lutter contre la contrefaçon, c'est pas de frapper extrêmement fort ceux qui se font prendre, d'un point de vue réputationnel, et en fait de taper au portefeuille encore plus fort qu'aujourd'hui pour les dissuader? Vous êtes pour couper les mains de ceux qui ont fait de la contrefaçon? Les mains, les jambes, tout. Ok, ça va. Quelqu'un souhaite répondre? Il y a encore des micros disponibles? Je ne sais pas. Voilà. Non, je ne pense pas. De tout temps, ça a existé. Le démantèlement aujourd'hui de réseaux est tellement transfrontalier, international, etc. On n'a pas les mêmes coopérations judiciaires, vous savez, entre les différents pays, selon les pays qui sont concernés. Donc non, je ne pense pas qu'il s'agisse simplement de taper plus fort. Il y a des choses qui se font, des démantèlements qui sont très intéressants. Je pense que peut-être c'est la vigilance de tous les jours, et on en a parlé beaucoup ici dans le panel, sur d'avoir des réflexes et avoir la vigilance de tous les jours et augmenter le niveau de compréhension qu'on a de ce qui pourrait être un faux, ou en tout cas des réflexes à avoir. Je pense que si on part de là, on gagnerait plus facilement que par un démantèlement à niveau international. Merci Kessie. François? Et si je peux compléter, je crois qu'effectivement, éduquer, comme on dit en anglais, les collectionneurs pour qu'ils soient plus attentifs, c'est une première chose. Mais deux, je pense qu'effectivement, il y a un problème de moyens. En Belgique, on a démantelé très fort les cellules qui luttaient contre tous les faux, etc. Et qu'on se rend compte, ces 10-20 dernières années, qu'on a indirectement subsidié, donc financé le terrorisme, qui vient après frapper à Paris, etc. Donc, il y a quand même un problème de société, parce que ces trafics d'art peuvent être effectivement extrêmement lucratifs. Et donc, faut pas être innocent non plus. S'il y a beaucoup d'argent, ça peut alimenter aussi des mauvaises causes. Donc, c'est certainement un bon argument aussi pour redoubler de vigilance. C'est génial parce que chaque année, c'est quand même un peu un défi de trouver le thème de l'année prochaine. Et là, François vient de nous l'initier. Y a-t-il un lien entre le marché de l'art et le financement du terrorisme? Ça sera pour l'année prochaine. Ça, je vous le promets. Je suis pas sûr qu'on assumera tout à fait le sujet dans son entièreté. Est-ce qu'on a la chance d'avoir une troisième question, Madame
au fond de la salle. Bonjour, oui, je suis expert judiciaire ici à Luxembourg. Je voulais savoir si j'avais des craintes à me faire pour ma profession. Alors, certainement pas, parce qu'on a besoin de tiers de confiance. Et donc, on a besoin, comme en France, de commissaires de justice, de huissiers. Donc, l'humain restera toujours essentiel. Et d'autant plus des gens qui sont agréés par un État, par un gouvernement, etc. Donc, absolument pas. Et ne vous inquiétez pas, madame, il y a une bonne RC professionnelle qui peut vous couvrir si jamais il y a des problèmes. Monsieur Draguet. Oui, et alors vous pouvez vous rassurer doublement. Ma voisine vous disait d'avoir confiance dans les salles de vente. Ça, j'y crois pas du tout, parce que les salles de vente sont des lieux où les faux s'écoulent, où on repeint et c'est très régulier. Et alors les esthètes d'artistes qui envoient des certificats ou qui confirment les certificats, il y a de la falsification. Partout où il y a de l'humain, il y a de la falsification. Et plus le temps passe, plus dénouer ces falsifications est complexe. Et déjà, vous prenez n'importe quel artiste de la Renaissance, vous réunissez le panel des 5 ou 6 spécialistes mondiaux, vous allez avoir 15 avis différents. Donc, vous devrez trancher en tant qu'expert judiciaire. Et rassurez-vous, à mon avis, ça va gagner tellement en complexité que ça va vraiment devenir un job très intéressant à mener. Je suis tout à fait d'accord. En fait, j'utilise l'IA tous les jours, mais je suis d'accord avec ce que dit Aude. En termes de patience, je suis spécialisée en recherche de provenance. Donc voilà, je pense que l'humain aura toujours sa place, mais c'est un outil très intéressant à utiliser au quotidien. Voilà, vous allez passer un bon samedi, un bon dimanche, relax, cool. Vous avez un métier d'avenir, madame. Merci beaucoup de votre attention, merci de votre présence et un tout grand merci à nos panélistes de ce soir. C'était des interventions de grande qualité. J'ai l'habitude de vous connaître, de vous côtoyer. Je savais que ça serait bien, mais là, vous avez fait très fort. Merci à vous, je pense qu'on peut les applaudir. L'équipe de Luxembourg Art Week remercie chaleureusement les intervenants et ses partenaires pour leur engagement dans le cadre du programme Art Talk de la 10e édition. La prochaine édition de la foire se tiendra du 21 au 23 novembre 2025. Retrouvez-nous pour une nouvelle série de conférences et de conversations captivantes autour de l'art, en direct au Glacis ou en réécoute après la foire.